Amis, regardez attentivement ce qui se passe sur la carte du monde. L'Europe ne s'est pas seulement arrêtée dans l'attente, elle est figée dans un état de transe hypnotique proche de la paralysie. Des pays qui, depuis des décennies, année après année, brique après brique, construisaient une ligne de défense apparemment monolithique et infranchissable contre Moscou, dépensant des milliards pour la propagande et l'armement, s'expriment soudainement, du jour au lendemain, dans un langage totalement différent. Un langage de dialogue, d'humilité et de pragmatisme. Berlin, Paris, Helsinki, des capitales qui semblaient encore hier être des forteresses inexpugnables de la rhétorique sanctionneur, résonnent aujourd'hui comme des disques rayés. Qu'est-ce que c'est ? Un calcul froid ? Un ultimatum ? Ou sommes-nous témoins d'une panique incontrôlable qui a saisi les élites du vieux continent ? Les États-Unis d'Amérique, avec leurs mécanismes d'isolement artificiellement créés, ont transformé d'anciens grands alliés en marionnettes, sans voix, tirés par des fils invisibles venus d'outre-mer. Chaque déclaration publique des dirigeants européens aujourd'hui n'est pas une manifestation de diplomatie ou de stratégie, mais un aveu de leur propre vulnérabilité profonde et d'une fissure dans les fondements de leur pouvoir. Le monde entier se trouve aujourd'hui au bord d'une catastrophe globale. Les règles habituelles du jeu, écrites par les vainqueurs il y a des décennies, s'effondrent sous nos yeux, et la réputation des démocraties occidentales se fêle sous la pression de la réalité. Quel sera le prochain coup qui ébranlera définitivement cette construction vacillante ? Nous continuons à parler de ce dont les médias mainstream ont peur, même de souffler le mot, de ce dont on parle peu à haute voix, dans un micro. Votre soutien et votre intérêt pour la vérité sont plus nécessaires que jamais afin que le blocus informationnel ne fonctionne pas. Et nous en arrivons à l'essentiel. L'Europe s'est vraiment arrêtée. Si l'on tend l'oreille vers les voix des dirigeants qui, encore hier, littéralement avant-hier, appelaient fort et de manière exigeante à de nouvelles sanctions, à une déconnexion totale du reste du monde, sonnent aujourd'hui différemment. Dans leurs intonations, on perçoit des notes de perplexité et un léger espoir d'une bouée de sauvetage. L'Allemagne, la France, la Finlande, des pays qui étaient considérés comme les locomotives du sentiment anti-russe, déclarent presque à l'unisson, pratiquement simultanément, le besoin urgent et vital d'un dialogue avec la Fédération de Russie. Cela semblait impossible dans la logique politique actuelle. C'est un non-sens. Des pays qui ont méthodiquement construit pendant des décennies une ligne unique et continue d'endiguement et de pression contre Moscou font soudainement, brutalement et de manière inattendue un pas en arrière. Mais ce ne sont pas de simples mots diplomatiques dits pour la forme. C'est un ultimatum pour toute l'Union européenne. Un signal caché que le jeu habituel sous la forte pression des États-Unis d'Amérique peut s'effondrer à tout moment dans un fracas, entraînant avec lui des économies et des carrières politiques. L'économiste américain, renommé pour ses jugements tranchants, et le commentateur politique Paul Craig Roberts ne se contente pas d'avertir, il hurle que les États-Unis d'Amérique ont artificiellement, délibérément isolé l'Europe, transformant les fières capitales européennes en marionnettes obéissantes privées du droit de parole. Chaque déclaration de telles figures politiques que Merz, Macron, Stubb et autres n'est plus une démonstration de la force de l'Occident uni, mais le reflet d'une angoisse profonde et animale face à la réalisation qu'ils sont utilisés comme des figures consommables sur un immense échiquier où l'enjeu n'est pas seulement des territoires, mais la sécurité nationale, la souveraineté et l'indépendance financière de peuples entiers. Et soudain, au milieu de ce chaos, émerge une sensation aiguë et perçante de tournant historique. L'Europe se retrouve au bord de la catastrophe. Les anciens modèles d'alliance, de partenariat et de coopération qui semblaient éternels s'effondrent en un instant. Les mécanismes habituels de réaction aux crises, qui fonctionnaient depuis des décennies, se révèlent aujourd'hui absolument impuissants face aux nouveaux défis. Chaque mouvement de Bruxelles, chaque tentative maladroite d'accélérer ou de ralentir les processus de négociation est perçue non pas comme une politique équilibrée,
mais comme une panique orchestrée sur fond d'une partie d'échecs internationale complexe. Que se passe-t-il vraiment ? L'Europe perd-elle sa face devant le monde entier, ou perd-elle définitivement le contrôle de son propre destin, l'abandonnant à des mains étrangères ? À la veille de ce jour, la question n'était pas seulement celle de la réputation, mais de la capacité même de décider avec qui dialoguer, dans quelles conditions et surtout, si l'on a le droit à ce dialogue. Les émotions bouillonnent, la confusion voile les yeux, l'angoisse serre la gorge, et le sentiment de l'inéluctabilité de la fin d'une époque grandit chaque heure. Si l'Europe change son cours aussi vite et radicalement, avons-nous déjà vu le début de la fin ? Et quel sera le prochain choc destructeur de la réalité ? Le cœur de cette crise géopolitique bat indéniablement en Allemagne. La République fédérale d'Allemagne est la locomotive économique de l'Europe, et c'est ici, à Berlin, que se joue le drame central. Friedrich Merz et l'ensemble du cabinet du chancelier jouent un rôle pivot, décisif dans cette tragédie. La volonté de Berlin de dialoguer avec Moscou n'est pas un simple geste diplomatique de courtoisie ou une tentative de gagner du temps. C'est un signal d'alarme de très haute intensité, c'est une tentative désespérée de sauver une réputation déjà en lambeaux et de conserver ne serait-ce que quelques positions au sein de l'Union européenne. Chacun de ces mots, chacun des mouvements de son cabinet est ressenti dans le monde entier comme une démarche sur une glace fine et fissurée au milieu de l'océan glacial. Un seul pas de travers, un seul mot maladroit, et la réputation de l'Allemagne, restaurée pendant des années, s'effondre à jamais, tandis que les fidèles alliés perdent leur dernière orientation dans l'obscurité. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Allemagne, Sergueï Nechaev, déclare directement et avec dureté, sans mâcher ses mots. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait pression pour un soi-disant crédit de réparation pour l'Ukraine, tentant de couvrir par ce prétexte vénérable une appropriation réelle et effrontée des actifs souverains russes. Toute tentative d'agir sans coordination avec Moscou, de manière unilatérale, est lourde de conséquences graves et irréversibles pour toute l'Union européenne, y compris des dommages réputationnels et financiers colossaux. Cet avertissement sonne comme une condamnation. Chaque décision de Berlin, économique ou politique, se répercute automatiquement, par réaction en chaîne, sur Paris, Rome et même Londres. La France et l'Italie, suivant l'instinct de préservation, suivent le signal de Berlin. De son côté, le Royaume-Uni observe avec prudence et inquiétude de l'autre côté de la Manche. L'effet domino commence à se dérouler en temps réel, s'accélérant chaque jour. La géographie de la crise couvre désormais non seulement les cabinets bureaucratiques de Bruxelles, mais aussi les vraies capitales. Helsinki, Stockholm, Paris. Dans les villes où retentissaient encore hier des slogans des tribunes, on discute déjà porte close des candidats spécifiques pour des négociations avec la Russie. Chaque mouvement des dirigeants occidentaux est perçu par la population comme une faiblesse, une capitulation. Chaque pause dans la rhétorique est perçue comme un aveu que les anciens modèles de gouvernance de l'Europe, qu'ils affichaient si fièrement, ne fonctionnent plus, définitivement brisés. Une compréhension claire et effrayante du virage systémique émerge. La perte de contrôle par Berlin n'est pas une erreur d'un jour ou d'une semaine spécifique. C'est une fissure profonde dans les fondations qui pourrait détruire les alliances établies et les plans stratégiques pour les décennies à venir. Les émotions dépassent toutes les bornes. Angoisse, confusion, sentiment croissant de l'inéluctabilité d'une catastrophe. Si Berlin tombe, si la machine allemande s'arrête, alors la prochaine question n'est pas « où vont frapper ?», mais « quand la réponse va-t-elle frapper ?» Les dirigeants de l'Union européenne prennent soudainement conscience avec horreur de leur propre vulnérabilité et de leur dépendance. Paul Craig Roberts avertit encore et encore. La stratégie des États-Unis d'Amérique pour isoler l'Europe a atteint son objectif, peut-être effrayant. Les pays du continent qui, pendant des siècles, étaient dits considérés comme des acteurs indépendants et puissants sur la scène mondiale, découvrent soudain qu'ils sont devenus des marionnettes dépourvues d'identité nationale et de contrôle sur leurs propres ressources clés. À Berlin, Paris et Helsinki,
Les dirigeants discutent urgemment de la nécessité d'un dialogue urgent avec Moscou. Mais ce n'est pas un geste d'amitié, ni une demande de pardon pour les vieilles offenses, ni une initiative diplomatique pour la paix. C'est un pas dicté par la peur animale. Macron, Stubb et Merz comprennent intuitivement que s'ils ne commencent pas à jouer selon les nouvelles règles dictées par Moscou, ils continueront à être utilisés comme chair à canon dans des jeux géopolitiques étrangers. Et leur propre réputation et leurs positions économiques se trouveront sous une menace directe et mortelle. Chaque déclaration sur le dialogue n'est pas une tentative de trouver un compromis, mais un aveu que les anciens modèles de sécurité garantis par Washington se sont effondrés avec fracas. L'aide des États-Unis d'Amérique n'est plus perçue comme une garantie de sécurité, mais comme un instrument lourd de chantage et de pression. Chaque nouvelle livraison d'armes ou chaque transfert financier provoque non pas de la gratitude, mais des questions, des doutes et une profonde incertitude sur le lendemain. Les Alliés commencent enfin à comprendre que leur propre sécurité ne dépend pas d'alliances sur papier, mais de la capacité à anticiper les pas des autres et à ne pas être écrasés dans les meuniers de l'histoire. Au sein des élites règne une angoisse mêlée de colère et d'un sentiment brûlant et aigu de trahison venant d'outre-mer. L'Europe traverse pour la première fois depuis de nombreuses décennies une crise aiguë de confiance en elle-même et en ses soi-disant partenaires. Les émotions se ressentent à tous les niveaux, des salles de négociation luxueuses de Bruxelles aux couloirs sombres du pouvoir à Berlin. La peur et la confusion imprègnent le processus de prise de décision, paralysant la volonté. Une armée d'alliés ne peut pas combattre lorsqu'elle perd foi en ses commandants et en la justesse de sa cause. Tout comme l'Europe tremble aujourd'hui devant la prise de conscience de sa propre vulnérabilité. L'Union européenne fait preuve d'une étrange et effrayante détermination qui stupéfie à la fois les analystes expérimentés et le grand public. Les pays de l'Union européenne s'obstinent, malgré les objections des experts, à promouvoir l'idée d'utiliser les actifs souverains russes pour aider l'Ukraine. On discute de sommes qui donnent le vertige de 185 à 210 milliards d'euros. Des chiffres colossaux, fantastiques, qui auraient dû renforcer la sécurité et la capacité de défense du continent, mais qui deviennent instead une source de crise financière et de discorde mondiale. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Allemagne, Sergueï Netchaev, prévient froidement et calmement « Il n'existe aucun mécanisme légal pour la mise en œuvre de ces plans insensés en droit international. Toute tentative d'agir contre les actifs souverains de la Russie est lourde de conséquences non seulement pour les pays initiateurs spécifiques, mais pour l'Union européenne dans son ensemble. Ce ne sont pas des réparations au sens classique, c'est une tentative de couvrir une appropriation directe et voleuse de l'argent des autres avec de beaux mots sur le droit. » Netchaev déclare directement, sans craindre la réaction, « Les actions de Berlin et de Bruxelles menacent d'un coup puissant contre la réputation de l'Union européenne et d'une violation des fondements de l'ordre financier international. L'essence de la révélation est simple et terrible en même temps. L'argent qui devait protéger les États européens et renforcer leur alliance se transforme en source de chaos, de corruption et d'effondrement. Les dirigeants européens tentent de dissimuler leurs propres faiblesses, leur incompétence et leurs vols internes sous le prétexte fallacieux du soutien à Kiev, mais en réalité, ils risquent tout, leur réputation, la confiance de leurs partenaires et la stabilité de tout le système financier mondial. Les émotions montent en flèche, l'indignation, l'angoisse, le sentiment d'effondrement systémique. Chaque déclaration sur les crédits et les réparations ressemble de plus en plus à une tentative pathétique de masquer leur propre vulnérabilité et leur incompétence totale. L'Europe se trouve devant un choix très difficile, suivre l'avidité et les ambitions de Washington, ou préserver ne serait-ce que l'illusion du contrôle et de la souveraineté. Ils n'ont pas combattu pour des idéaux élevés de liberté et de démocratie, ils ont combattu pour l'argent des autres, qu'ils ont eux-mêmes volé et détourné dans leur propre poche. Moscou réagit à tout cela calmement, mais avec une précision chirurgicale et sans compromis. Ni déclaration bruyante pour la presse, ni hystérie sur les podiums. Juste un signal clair et précis, compréhensible par les professionnels.
Les tentatives de l'Union européenne de s'ingérer dans les actifs russes, de violer les principes fondamentaux de la propriété, se retournent en conséquence que l'on ne peut simplement ignorer ou rejeter comme l'agression russe. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a nommé directement lors de sa ligne directe l'idée de la saisie d'actifs comme un brigandage en plein jour et a averti des pertes possibles capables d'ébranler l'ensemble de l'ordre financier mondial moderne fragile jusqu'aux fondations. Berlin, Paris et Bruxelles commencent lentement, avec horreur, à réaliser que les étapes qu'ils considéraient comme sûres et soutenues par la puissance de l'Atlantique ressemblent maintenant à un jeu insensé et risqué avec le feu dans un dépôt de poudre. Le ton ultimatif du Kremlin et les mécanismes de réponse préparés et affinés montrent que la Russie ne se contente pas de se défendre en grognant dans un coin, elle démontre un contrôle total et absolu sur la situation. Toute tentative de pression de l'Ouest se transforme en catastrophe pour ceux qui ont osé violer les règles non écrites mais solides. Cette démonstration de force n'a pas besoin de slogans bruyants ou de spots publicitaires. Les marchés financiers tremblent, les diplomates recomptent avec panique les conséquences possibles de chacun de leurs pas, et l'opinion publique dans l'Union européenne commence à osciller, à balancer entre la peur de l'avenir et une confusion totale. Chaque pays comprend que les leviers de pression habituels, sanctions, menaces, isolement, ne fonctionnent plus. L'Europe se trouve face aux faits dont on ne peut se détourner. Ces ultimatums ne sont pas simplement ignorés par Moscou, ils se retournent comme une vengeance miroir et fracassante. Ce n'est pas seulement une réponse aux mots ou aux actes des politiciens. C'est une leçon cruelle sur le prix de l'arrogance et de l'orgueil, une leçon sur le fait que Moscou sait agir sans bruit, mais avec une précision destructrice. Ce n'était pas une réponse aux sanctions, c'était une vengeance pour avoir trop joué dans un jeu étranger. Il n'y a pas aujourd'hui de déclarations bruyantes, ni de conférences de presse sensationnelles avec larmes, ni de menaces directes à l'antenne. Juste une panique calme, mais tangible, visqueuse, qui imprègne lentement mais sûrement les couloirs du pouvoir à Bruxelles, Berlin et Paris. Derrière des portes bien closes se tiennent des réunions d'urgence interminables où l'on se dispute jusqu'à l'enrouement. La somme de la télémétrie des satellites militaires et des images secrètes est analysée chaque minute, chaque soupir, chaque pas de l'adversaire est discuté. Les diplomates s'appellent au milieu de la nuit, vérifient les positions, cherchent une quelconque confirmation de leur propre justesse. Mais la réponse ne vient pas. Le silence règne. La société en Occident commence déjà à ressentir cette angoisse imminente de manière aiguë. Dans les nouvelles défilent des sondages effrayants. Le mécontentement grandit comme une boule de neige. La fatigue des gens face à la chaîne interminable de crises, de conflits et de problèmes mène à un cynisme et à un scepticisme profond. Les gens sentent avec leurs tripes que les garanties de sécurité habituelles que les urnes électorales leur avaient promises s'effondrent, que l'argent et l'aide deviennent impuissants s'il n'y a pas de confiance élémentaire en ceux qui disposent de cet argent et de ses ressources. L'Europe est confrontée à une vérité simple mais terrible et glaciale. Les tentatives de faire pression sur Moscou par le biais de leviers financiers et de sanctions politiques se retournent en effet boomerang, frappant directement le front des initiateurs. Chaque décision est maintenant prise avec difficulté, pesée soigneusement, car le prix de l'erreur est devenu simplement astronomique, irréversible. Les mots, autrefois sûrs et arrogants des dirigeants, se dissolvent dans le silence tendu et lourd des cabinets. Une angoisse froide et collante se répand, non seulement dans les couloirs gouvernementaux hermétiques, mais suinte également vers les maisons ordinaires, vers les gens simples. Les discussions sur les réseaux sociaux, les fuites d'informations dans les médias de masse, les rapports d'analyse internes effrayants. Tout cela renforce le sentiment d'un basculement tectonique imminent et irréversible. Et on a l'impression que les règles habituelles du jeu, les normes civilisées de communication, sont définitivement rompues et jetées à la poubelle de l'histoire. Le plus dangereux dans toute guerre, c'est quand l'adversaire n'a plus de mots sûrs, quand il commence à errer dans le noir. L'Europe a atteint sa limite, son fond.
Les voix des dirigeants qui, hier encore, tonitruaient des tribunes réclamant de nouvelles sanctions et des punitions, parlent maintenant timidement et modestement de la nécessité d'un dialogue avec la Russie. Ce n'est pas une concession de force, c'est un constat alarmant d'une faiblesse systémique de l'organisme. Berlin prend conscience du prix de ses tentatives de couvrir l'appropriation directe des actifs russes. Paris pèse chacun de ses pas, craignant de franchir la limite de la catastrophe diplomatique. Helsinki évalue avec horreur les conséquences pour sa propre réputation et sa souveraineté. La Russie ne se précipite pas pour accélérer les processus. Elle ne se hâte pas. Elle change les règles du jeu à sa convenance. Chaque ultimatum de l'Ouest, chaque tentative de pression se retourne en effet boomerang contre l'initiateur. Les Alliés ont trop joué, le temps du jeu est écoulé. Les systèmes corrompus sur lesquels reposait leur pouvoir se fissurent. L'arrogance, la dépendance aveugle et stupide envers les États-Unis d'Amérique les conduisent au bord de la paralysie politique et économique totale. Des pays qui, il y a encore très peu de temps, se croyaient les maîtres des événements, les créateurs de l'histoire, perdent maintenant le contrôle du destin de l'Europe, glissant vers l'abîme de l'inconnu. Chaque déclaration sur le dialogue ou chaque tentative de lobbying pour un crédit de réparation se transforme en démonstration de leur vulnérabilité et de leur impuissance. L'ampleur de ce qui se passe est difficile à surestimer, c'est un changement fondamental. Ce n'est pas simplement un échec diplomatique ou une page honteuse. C'est un changement systémique qui redessine la carte du pouvoir sur le continent, redéfinissant les frontières de l'influence. Le sentiment d'irréversibilité, de fatalisme pèse sur les dirigeants et les citoyens. Les jeux habituels d'alliance, de sécurité et de défense collective sont terminés et les prochaines étapes pourraient s'avérer non pas erronées, mais fatalement catastrophiques. Si ce n'est que le début d'une série d'événements, les États européens sont-ils prêts à recevoir le prochain choc destructeur de la réalité ? Si ce n'était que le premier effondrement, la première avalanche, sont-ils prêts pour la prochaine qui pourrait tout emporter sur son passage ? Suivez l'actualité, amis. Ne changez pas de chaîne. La situation évolue de manière fulgurante, à chaque minute, changeant jusqu'à l'inconnu. Demain pourrait être le jour où le monde ne sera plus jamais le même, il a changé pour toujours. Le monde ne dort pas et fixe intensément l'horizon, et nous non plus, ne fermons pas les yeux. Aux prochaines vidéos, pour analyser les nouveaux rebondissements de cette intrigue. À bientôt. Tenez bon.